osé sortir avec ça sur le dos. Et qu'est-ce que tu préfères? Une combinaison jaune? Alors ça, vous connaissez, en partant du principe que vous n'étiez pas dans une grotte ces 15 dernières années, c'est le MCU. Et ce genre de scène, c'est un gag récurrent qui n'assume pas trop son héritage de comic books. Et ce personnage, c'est Hellcat, aka Patricia, dit Patsy Walkers, que pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez pu apercevoir en second rôle dans la série Jessica Jones, même si assez dépouillée de ses caractéristiques. Mais bref. Membre des Avengers, des Défenseurs, à certains moments, c'est également une connaissance des 4 Fantastiques, amie proche de She-Hulk, et enquêtrice privée pour le compte de son cabinet d'avocats. Également proche amie de Jessica Jones, avec sa romance avec Tony Stark, mais aussi et surtout mariée à Damon Hellstrom, le fils de Satan, ce qui, à mon humble avis, me semble être le dernier level des Red Flags, mais anyway, on n'est pas là pour juger. Elle fait partie de tous les seconds couteaux cumulant des petits CDD super héroïques. Bon, le truc avec la plupart des adaptations du MCU, c'est que dès qu'il faut creuser un peu, c'est chiant, puis bon, c'est des gogos en spandex, donc la flemme. Je dis pas qu'ils pourraient pas le faire. Tu crois vraiment que je vais porter cette chose? À quoi tu t'attendais? Une combinaison noire? Je dis juste que, comme un lundi, ils ont juste pas envie. Et là, c'est dommage, parce que si on gratte derrière l'histoire de Patricia, on tombe vite dans un rabbit hole de l'ensemble de l'histoire d'Hollywood. En 1978, les multiples scandales médiatiques de Brooke Shields et de sa mère, Terry Shields, font la une de nombreux tabloïds. À l'âge de 12 ans, la jeune Brooke Shields connaît le succès planétaire en jouant une enfant prostituée dans La Petite de Louis Malle. Réalisateur de L'Ascenseur pour l'échafaud, une rockstar du cinéma de l'époque qui bondit joyeusement de controverse en controverse, une personne si problématique qu'il a fini par fuir la France pour se planquer aux États-Unis. Car ses films étaient jugés un brin dégoûtant, notamment sur le traitement du corps des jeunes filles et de ses opinions problématiques sur un régime de 39-45. C'est donc le début d'une controverse sur l'exploitation de cette jeune fille par sa mère, qu'il avait déjà fait poser pour des photographies douteuses 2 ans auparavant. Et donc cette année-là, au Festival de Cannes, toujours dans les bons coups décidément, vous me direz, c'est un raz-de-marée médiatique autour du sujet hautement problématique du film. Et le tout ne s'arrête pas là, car en 1980, le rôle qu'elle joue dans Le Lagon Bleu l'amène à devoir témoigner devant le Congrès américain pour affirmer de l'utilisation d'une doublure pour certaines scènes à caractère sexuel. Bon, et pour revenir à Hellcat, elle évolue donc dans l'univers de la Maison des Idées depuis un certain nombre d'années maintenant. Personnage d'arrière-plan, vivant des aventures loin du Thor affrontant des dieux dans l'espace, mais plus proche d'un Daredevil avoinant des cambrioleurs à Hell's Kitchen. Ce qui nous intéresse ici avec elle, c'est plus son alias, Patsy Walker. Car quand je disais que le personnage vit des aventures chez Marvel depuis un certain nombre d'années, en réalité, Patricia Walker, c'est une histoire qui commence en 1944, sous un voile d'exploitation et d'instrumentalisation d'enfants stars, à l'instar de trop nombreuses vedettes américaines, comme Drew Barrymore. Avant de devenir une justicière en collant jaune avec des gants aux griffes rétractables, comme la précédait Selina Kyle alias Catwoman en 1940, c'est en novembre 1944 que Patricia Walkers apparaîtra pour la première fois dans Miss America, créée par Ruth Atkinson, également créatrice de Millie the Model. Le comics est donc édité à la base chez Timely Comics, qui deviendra par la suite son successeur, Atlas, pour achever sa mutation en Marvel Comics. Elle s'inscrit dans le paysage éditorial de l'époque, regroupant de nombreux comics à visée d'un public d'adolescentes, Miss America, Nellie the Nurse, Katy Keene, Tessie the Typist et plein d'autres encore. L'idée, c'est d'essayer de reproduire le succès autour des comics Archie, véritable figure de proue des bandes dessinées américaines de l'époque. Et donc chaque numéro contient plusieurs histoires courtes, nous représentant Patsy Walkers comme une adolescente typique de ces années-là, évoluant aux côtés de son petit ami Buzz Baxter, de son amie Nancy Brown et de la mean girl du coin Eddie Wolf, mais également de la personne qui fera en rétrospective figure d'antagoniste principale, sa mère, Dorothy Walker. Mais ça, on y reviendra. Ce sont des histoires qui synthétisent des éléments de comédie romantique, de drames familiaux et d'aventures du quotidien ancrés dans le réel. Une sorte de pendant féminin du comics, comme j'ai dit précédemment, Archie, que vous connaissez sans doute pour la série Riverdale, ou par son spin-off Sabrina. Avance rapide, 1965. Alors que les États-Unis s'enfoncent dans la guerre du Vietnam, Patsy franchit pour la première fois la porte de la continuité Marvel. Elle rencontre les 4 Fantastiques, puis en 1967, la série s'arrête brusquement. Puis, 4 ans plus tard, en 1972, sous la plume de Steve Ellengard, elle devient un temps la sidekick du Fauve. Le machin bleu des X-Men. Non, pas celui-là, l'autre.
elle obtient son costume caractéristique et intègre définitivement l'univers Marvel en tant que super-héroïne. Suite à cela, elle traverse une parution éditoriale aux côtés des Avengers, des Défenseurs et d'autres Doctor Strange. Le perso va obtenir son aspect le plus intéressant en 1981, dans le Défenseur 89, où la continuité des comics Miss America, où elle apparaissait, est intégrée rétroactivement, faisant passer les livres des années 40 pour un élément méta dans le récit. On y revient donc, la maman pas trop sympa, Dorothy Dot Walker, la mère de Patsy, une parente stricte, exigeant la perfection de sa fille. Et lorsque Patsy ne répondait pas aux attentes impossibles de sa maman, Dorothy décide de créer un fantasme autour de sa fille, lui créant une image de la parfaite jeune fille des années 40 ou 50, en publiant une série de bandes dessinées qu'elle écrivait et dessinait elle-même. Dorothy a développé un empire médiatique, mettant Eddie Wolf en tant qu'éditrice en chef des fictions autour de Patsy. Elle exploite l'image de sa fille, ce qui a conduit à une relation tumultueuse et conflictuelle entre elles, car Patricia détestait et ne désirait pas la notoriété que la série lui apportait. Là-dessus, je trouve que cela renvoie facilement à la relation amour-haine d'un père et de son fils, entourant la création de Winnie l'ourson. Pooh? General Kenobi! Christopher Robin Mine est l'inspiration derrière le Jean-Christophe qui passe des après-midi bucoliques dans la forêt des rêves bleus avec le bedonnant Winnie l'ourson, bourriquet, Coco Lapin et autres tigres souffrant d'ADHD. Dire de Mine qu'il a eu une relation compliquée avec son père A.A. Mine, auteur de Winnie l'ourson, serait un doux euphémisme. Il a en effet ressenti de la frustration et du ressentiment en grandissant, à cause de la notoriété qui l'accompagnait, notoriété résultant de la médiatisation de ses jouets d'enfants, et d'une certaine manière de l'instrumentalisation de son intimité en tant que jeune garçon. Le bon Christopher a souvent évoqué le sentiment d'avoir été exploité et a exprimé des regrets concernant la façon dont son enfance avait été exposée au public. Cela a contribué à une certaine distance entre lui et son père. En outre, il a senti que son père n'était pas particulièrement proche de lui, en dehors des histoires qu'il écrivait. Résultat, il a décidé de ne jamais toucher un sou de l'héritage de l'œuvre laissée par son père, au grand bonheur de ce bon vieux Walt sans aucun doute. Le tout allant jusqu'à écrire un livre pour exposer son propre point de vue sur toute cette histoire. Et toutes ces thématiques d'exploitation des enfants dans la création de fiction, c'est pas quelque chose d'anodin, et ça remonte à plus loin qu'on ne le pense. Le phénomène des enfants stars aux USA, c'est un sacré bourbier, aussi vieux que le show business lui-même. Quand il a fallu faire travailler des enfants dans les grandes productions hollywoodiennes au départ, compte tenu de très peu, voire aucune législation, c'était une sorte de Far West, où chacun faisait travailler son mioche un peu comme il voulait. Un des cas très connus, c'est celui de l'icône Judy Garland, jouant Dorothy dans Le Magicien d'Oz en 1939. Elle aurait subi des violences sexistes et sexuelles par des acteurs, et ainsi que par le réalisateur, lui développant des traumatismes et la rendant extrêmement vulnérable. Mais on peut remonter encore plus loin sur le tournage du Kid de Chaplin en 1921, film très célèbre qui va dériver sur une affaire fondatrice des droits des enfants aux USA, l'affaire Jackie Coogan. Donc Jackie Coogan, c'est à l'époque la co-star avec Chaplin sur The Kid. Il fit une carrière qui lui permet de gagner des millions de dollars jusqu'à ce qu'il découvre, devenu adulte, que papa et maman avaient mangé tout l'argent. Des os, pas des os, fiston. À cette époque, c'est la Grande Dépression, tout se casse la gueule, le chômage explose. Et certains penseurs états-uniens se disent « le libéralisme, c'est peut-être pas la solution, finalement ». Et suite à de grands mouvements sociaux et de multiples revendications populaires, arrive un ensemble de lois visant à établir un confort minimum pour les travailleurs américains. Le Fair Labor Standard Act en 1938. Et en grossissant le trait, c'est en quelque sorte le SMIC chez nous. L'affaire Coogan arrivant dans la foulée, elle viendra créer une loi, le California Child Actor Bill, ou Coogan Act Law, obligeant l'employeur à verser une partie du salaire des acteurs mineurs sur un compte d'épargne. La loi précise également que la totalité des sommes gagnées par l'enfant lui appartient et que l'utilisation de l'argent nécessite l'accord de l'enfant. Alors on pourrait se dire que pourtant cela pourrait sembler élémentaire qu'une loi comme ça existe, évitant au moindre parent mal intentionné de voir son enfant comme un placement en bourse ou une main-d'œuvre dissimulée. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? Vous vous rappelez de l'histoire de Brooke Shields en début de vidéo? En fait, ce qui est assez pertinent dans cette histoire glaçante, c'est que ça se passe en 1978 et 1980, et que cela a eu de grosses répercussions médiatiques, et tout d'un coup, à peine 2 ans plus tard, le comics Hellcat décide d'intégrer rétroactivement une histoire de ce genre pour Patsy. Et encore une fois, Patsy Walker, en termes d'importance dans l'univers Marvel, c'est même pas l'équipe B, c'est genre l'équipe de réserve de la réserve des remplacements des suppléants des Avengers. Et il n'y a aucune raison qu'il se passe ça dans ce comics à cette époque-là, hors de toute notion de juste vouloir asseoir la continuité du personnage. Alors entendez-moi bien, je dis
pas que c'est certain que c'est cela qui a influencé les auteurs de chez Marvel, mais le timing est quand même assez cocasse. Et les auteurs de comics proches du show business restent souvent à l'affût de ce genre d'histoire. Ce médium étant depuis toujours un des miroirs les plus pertinents de l'Amérique, le comics reste politique en tout temps. La récurrence de toutes ces histoires est appuyée par l'énorme demande d'émancipation d'enfants stars suite à l'utilisation de leur argent sans leur considération ou simplement d'une exploitation. Mais la liste est si longue que ce n'est même plus drôle un seul instant. Macaulay Culkin de Maman j'ai raté l'avion, Corey Feldman, connu pour ses rôles dans The Goonies et Stand By Me, Leighton Mestier de Gossip Girl, et même Jenna Malone. Et bon, je vais m'arrêter là parce que la liste est extrêmement longue, mais je voulais juste faire un petit aparté sur Drew Barrymore. Drew Barrymore, je l'avais mentionné en début de vidéo. C'est l'une des actrices les plus influentes de sa génération. Elle a joué dans E.T. quand elle était gamine, dans Spice World, elle joue Casey Baker dans la cultissime scène d'intro du Scream de Wes Craven. C'est une figure extrêmement médiatisée aux USA. Son père, c'est John Barrymore, célèbre acteur américain, tout comme son grand-père, ce qui en fait une double Nepo Baby. Quant à sa mère, Jade Barrymore, elle a souvent été critiquée pour avoir mal géré la carrière de sa fille et l'avoir exposée à des milieux bien trop toxiques pour son âge. Nonobstant, papa n'était pas là non plus, donc bon, double peine. La première apparition de Drew Barrymore à l'écran, c'était à la télévision, elle avait 11 mois. Elle joue dans E.T. à l'âge de 7 ans, ce qui lui offrira une grande célébrité et l'accès au fameux Studio 54. C'est un célèbre club des années 70-80 fréquenté par le gratin d'Hollywood et qui a d'ailleurs été aussi fréquenté par Brooke Shields, qui était encore mineure à l'époque où elle y allait. Donc nous avons une petite fille de 7 ans qui est livrée à elle-même dans le club disco du moment, certaines drogues pouvant être distribuées gratuitement. Qui aurait pu prédire que les choses allaient mal tourner ? Et donc je m'arrête sur ce Studio 54 parce que c'est quand même un sacré délire. Il y a tout un sujet assez fascinant à faire autour de l'excès. Créé par Steve Rebel et Jan Schrager, son pote avocat de formation qui s'essayait à créer des boîtes de nuit dans tout le pays, ils finissent par récupérer un ancien studio de la CBS pour le réaménager en tant que discothèque. Décrit par certains comme l'épicentre de la culture de la drogue à New York, avec une fin abrupte par des descentes du fisc et des stupes. C'est le parfait cliché du récit de Rise and Fall, ce qui n'empêche pas le film inspiré de son histoire d'être vraiment nul. Enfin quoi les gars, vous aviez tout. Il faut bien comprendre que le Studio 54, c'est en l'espace de 3 ans, entre 1977 et 1980, The Place to Be. Le lieu prend vie à cheval entre deux époques, le Flower Power des 70s et l'arrivée en force du conservatisme de l'Amérique réganienne. Le tout symbolisant tous les abus, en toute impunité, du petit monde hollywoodien, enrobé dans un emballage queer. C'est un lieu de scandale, et on retrouve entre autres à l'inauguration des figures comme Donald Trump, Michael Jackson ou Andy Warhol. Son existence éclair, en l'espace de 33 mois, lui a valu de passer du statut de lieu à mythe, générant ses propres fables, massant des foules devant son entrée hyper sélecte pour entrevoir la démesure et le bling des stars, sagement cachés derrière les portes du bâtiment. Et en effet, l'exubérance n'étant pas donnée à tout le monde, les paparazzi n'étaient pas autorisés au sein du bar. Les photos étaient prises par des officiels, les revendant aux plus offrants dans cette époque où la presse people était à son âge d'or. Un interdit qui ira jusqu'à entraîner la mort d'une photographe qui essaya de rentrer dans la salle principale par une bouche d'aération, où elle y finira coincée. Oui, n'est pas Splinter Cell qui veut. Et tout cela va gentiment se casser la gueule suite entre autres à une déclaration dans un journal par Steve Rebel concernant les profits de la boîte. Seule la mafia pourra faire mieux que nous. Ni une ni deux, l'oncle Sam vient importer de l'ordre de la démocratie dans cette histoire. Bilan, saisi de stupéfiants, 2,5 millions de dollars d'amende. C'est le début de la dernière danse, quand les deux gérants finissent en prison pour fraude fiscale. Une dernière soirée organisée, Rideau, un film nul en 1998 et un documentaire en 2018, boum, nous revoilà sur le cas de Drew Barrymore. Par son exposition à ce genre de milieu, Drew Barrymore devient addict aux drogues et aussi alcoolique à l'âge de 9 ans. Elle fera les gros titres des tabloïds américains à l'âge de 13 ans pour être enfin sortie de sa cure de désintox. L'année de ses 14 ans, elle écrit un livre, supervisé par sa mère et sa thérapeute, qu'elle décrira plus tard comme abusive, ce qui la conduira, l'année de ses 15 ans, à demander l'émancipation de sa mère. I realized that until I was 9, I started casually drinking and realized, Where would you get alcohol from at 9? Parties, friends, bars, clubs. What were you doing at bars at 9? A lot of the time it was for parties that I was invited to. A lot of the time I would walk up
And they would be like, oh, it's little Drew Barrymore. Come right in, good publicity, you know. And where were you when she was going to parties and bars at 9? I was never with her at bars at 9, but I would go with her to parties. There were a lot of industry functions and then private social/business functions. And when we got there, we would stay together for time. Then she would go her way and I would go my way. And not knowing about the problem, I was not as scrutinizing as I should have been. You just decided to just let her have some space? Yes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Drew Barrymore, elle a vraiment dégusté dans sa vie. Comme beaucoup d'enfants stars, elle a dû grandir trop vite, exposée à un si jeune âge à des milieux qui ont fait plus de mal qu'autre chose. Une célébrité non maîtrisée, des abus multiples, le tout dans un système qui te pousse à t'émanciper, parce que c'est plus attractif d'embaucher des enfants qui peuvent travailler plus. Et oui, c'est une de tes seules portes de sortie, mais elle sert pas mal les volontés d'agents véreux. On retrouve chez Patsy Walker une figure fictionnelle qui reflète les luttes réelles de nombreux enfants stars qui ont dû naviguer dans des relations complexes et souvent toxiques avec leurs parents, tout en cherchant à se réapproprier leur identité et leur indépendance. Et parfois, comme Drew Barrymore, la sortie est bien plus lumineuse. Aujourd'hui, elle présente une émission quotidienne américaine, The Drew Barrymore Show, où elle vient en aide à de nombreuses personnes pour les soutenir et les empêcher de retomber dans leurs addictions. Et avec tout ça, je peux pas m'empêcher de penser que c'est dommage que Disney ne se soit pas saisi de tout ce à quoi renvoie le personnage de Patsy. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Non, vraiment, je me demande bien pourquoi. C'est évident que Mickey il a des vêtements sales à laver. Et puis même au-delà de Disney, on repense bien évidemment au scandale autour de Nickelodeon. Enfin, des situations d'exploitation qui aujourd'hui ont pris une tournure encore plus vicieuse, car si par le passé les jeunes pouvaient trouver une safe place hors des plateaux de tournage, aujourd'hui pour les enfants de TikTok et consorts, le plateau de tournage c'est la maison, et donc s'interroger sur ce qu'on le regarde et soutient, ça serait vraiment pas trop du luxe pour pas découvrir après coup, comme dans le cas de Swan et Neo, qu'on a donné de l'importance à une sordide affaire. Et je laisse le mot de la fin à notre justicière. Une vie fantastique pour moi, tout inventé par maman. Elle avait des idées très précises sur mon avenir, surtout après la mort de papa. Parfois, j'avais l'impression qu'elle ne pouvait pas faire la différence entre moi et la Patsy fictive des magazines.